fais de la gymnastique artistique féminine depuis que j'ai à peu près 6 ans. Oh, wow. J'ai grandi dans ce sport-là. J'ai toujours fait ça. Je connais rien sauf la gymnastique. Ça a toujours été gymnastique, gymnastique, gymnastique. C'est ma plus grande passion, mon plus grand amour. Wow. Donc voilà. Est-ce que tu as fait des compétitions de gymnastique? Oui, je fais des compétitions depuis l'âge de 8 ans. Je fais du compétitif. Maintenant, je suis en niveau national, niveau 10, qui est le plus haut niveau national en gymnastique. OK. Est-ce que tu as déjà essayé, est-ce que tu es rendu au point d'essayer de te qualifier pour, par exemple, les prochaines Olympiques? Ou... les Olympiques, ça n'a vraiment jamais été mon rêve. Okay. Moi, ça a plus été la NCAA. OK. Qui est, wow. ouais, pour aller au collège américain. Ouais. Puis, ça, c'était mon rêve. Je pense qu'en gymnastique, il y a toujours 2 trajectoires, soit les Olympiques, soit la NCAA. Il y en a qui font les 2, mais c'est vraiment difficile parce que c'est une différente gymnastique. Mais moi, je me suis toujours plus dirigée vers la NCAA. C'est quand même des choses qui sont bien structurées. Ah oui, 100 Puis j'ai un agent qui m'aide puis qui me donne des directions par rapport à l'école. Oui, non, 100 Moi, c'est différent. J'ai 72 ans et je fais encore du sport d'une façon presque à l'extrême, encore une fois. Je viens de quitter il y a 1 an de faire des Ironman. Je fais beaucoup d'Ironman. J'en ai fait 25 et je me suis classé pour le championnat du monde 6 fois pour ce qui est de groupe d'âge. Pas au niveau professionnel, mais au niveau des groupes d'âge. C'est tous les groupes d'âge de 5 ans qui participent. Et le meilleur de chacun de ces groupes d'âge-là, sont proclamés champions du monde, etc. Je n'ai pas eu cette chance-là encore une fois, mais j'étais allé 6 fois au championnat du monde. Puis je me suis classé 3e 1 fois, puis les autres fois, c'est entre 9 et 10. Wow. Évidemment que le fait de faire des Ironman puis de faire ces 3 sports-là qui sont la nage, le vélo et la course à pied font en sorte que j'ai côtoyé beaucoup de gens et j'ai mentoré beaucoup de gens. Fait que, pour ce qui est du Ironman, j'ai quitté les compétitions actives l'année passée. Fait que je l'ai fait dans une certaine sérénité, ce dernier-là. C'était au Utah. Puis quand je suis revenu, c'était un mal pour un bien parce que les Ironman, c'est quelque chose qui use un corps. Oui, 100 Mais la gymnastique aussi, je suis pas inquiète, mais ça use un corps. Puis dans ma décision, il y avait encore absolument aucun signe qui me signalait que j'avais un genou complètement fini. Là, je ne peux plus courir, en fait. Je peux nager, je peux biker, je peux faire de la rando, mais je ne peux plus courir. L'impact m'est impossible dans mon genou droit. Mais souvent, je dis souvent aux gens de mon entourage, les gens qui font des Ironman, c'est mes idoles. Je trouve ça tellement impressionnant. Puis jamais je serais capable de me pousser à ces limites-là, d'avoir plus de souffle à courir, plus de souffle à nager. Premièrement, je ne sais pas nager. Mais je sais nager, mais je suis vraiment pas bonne. Mais ça m'impressionne tellement, ce sport-là, honnêtement. Pourquoi tu as choisi ce sport-là? C'est ça qui me... J'ai toujours aimé me dépasser. Pas me dépasser dans le sens de gagner, mais bon, j'ai eu cette chance-là. Je suis un gars qui est bien seul. Je te dis pas que je suis associable, mais j'aime ça être tout seul. J'aime ça m'entraîner seul. Alors, c'est le sport idéal pour ça. C'est vraiment de me dépasser. Puis tu sais, c'est toujours flatteur de monter sur un stage à Kona, à Hawaï, puis de recevoir la médaille. Fait qu'à 50 ans, j'en ai fait un. Puis ça a continué 25 fois. Mais j'imagine que tu travaillais au début de ta carrière. Comment tu conciliais travail, entraînement, vie de famille? Encore une fois, sans que ça soit une prérogative pour mes employeurs, ils savaient qu'ils avaient engagé un sportif. OK. Et ils savaient que le sportif s'entraînerait. Et c'était vraiment, je ne dirais pas une condition, parce que je ne crois pas qu'il y ait un employeur qui pourrait accepter ces conditions-là, mais on réussissait à voguer à travers ça. Quand j'ai commencé à faire des Ironman, j'étais dans la vente. Donc, on sait que dans la vente, les horaires sont plus flexibles, il y a plus de possibilités. Puis, mes résultats, c'était de rentrer des ventes, c'était d'atteindre mes objectifs, mes chiffres, mes quotas, etc. Puis tout ça était atteint. Fait que j'ai été chanceux d'avoir 3 employeurs différents, un après l'autre, qui acceptaient ces conditions-là. Mais toi, parle-moi de toi puis de la gymnastique, pour savoir que c'est pas facile non plus, puis que vous avez
Tu as dû avoir des membres brisés, tu as dû avoir des chutes, tu as dû avoir des sauts manqués. Bien, je pense que la gymnastique, comme le Ironman, c'est un sport excessivement demandant, pas juste sur le physique, mais le mental. Et puis tout ce qui va avec. On a beaucoup de problèmes, des troubles alimentaires. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai eu la difficulté avec parce que c'est un sport qui est jugé, puis c'est jugé sur ton physique, puis sur à quoi tu ressembles. Fait que souvent, les gymnastes ont la difficulté à s'aimer ou on se compare beaucoup les unes entre les autres parce qu'à la fin de la journée, on est comparés unes les autres. Fait que le mental aussi. Ah oui? Oui, le mental. Je pense que c'est ce qui me retient le plus en gymnastique. Les peurs, les blocs, on appelle ça des blocs là, ou des bocages, là, qu'on appelle ça nous en gymnastique, c'est que tu n'es pas capable de te lancer pour faire un mouvement parce que ta vie est en danger quand tu fais de la gymnastique. Tout à fait. Ouais. Donc, beaucoup de ça, beaucoup de blessures. Je pense que je me suis cassé peut-être tous les membres du corps, le dos, le pied. Oh, wow. J'aime la douleur, mais c'est bizarre à dire, pas la douleur quand je me casse un bras, mais j'aime ça avoir mal, puis pousser mon corps à ses limites, puis atteindre des objectifs. Ça me donne l'impression que tu es en vie. Oui, exactement. J'ai besoin de ce... Puis je pense que je dis toujours aux gens que je suis une TDAH non diagnostiquée, puis que c'est le sport qui me sauve de la médicamentation. Parce que quand je fais du sport, j'arrive à mieux me concentrer à l'école, à mieux performer à l'école. Puis sans le sport, quand j'arrête de faire de la gym, je sais, l'école, ça va plus. Là. Je suis capable de me concentrer. Tu as tout à fait raison, parce que souvent, je disais à des gens, quand j'arrivais au bureau le matin, puis que j'avais nagé, puis je disais aux gens, je suis 2 heures en avant de toi, mentalement, physiquement, puis psychologiquement. Dans le sens que ça fait 2 heures que je travaille. Que tu travailles, que tu... Ouais, il y a plein de choses qui marchent. Fait que l'autre, il vient de se lever, puis il est encore zombie, il rentre au travail, il cherche son café, puis toi, t'es 2 heures, tu te pètes le feu. C'est ça. C'est ce que je comprends ce que tu viens de me dire, là, tu sais. Comment votre identité en tant qu'athlète a-t-elle évolué au fil du temps? Et comment cette identité influence-t-elle les autres aspects de votre vie? Oh mon Dieu, c'est quasiment ce que je t'ai dit au début. Oui, c'est ça. Non, souvent, ça me met mal à l'aise parce que j'essaie de ne pas vivre à travers mes exploits sportifs, même s'il y en a eu. Alors, j'essaie toujours de tempériser cet aspect-là. Et je sais très bien, par contre, que je suis un modèle pour beaucoup de gens. Je pense que je suis encore trop jeune pour être un modèle, mais j'ai 2 petites sœurs aussi qui font de la gym, fait que je comprends ça, ce rôle de modèle-là. Moi, la gymnastique, je fais ça depuis que j'ai 6 ans, fait que ça fait plus que la moitié de ma vie que je fais ça, donc c'est pas mal tout ce que je connais. J'ai toujours vécu pour la gym, comme je me rappelle le matin, j'allais à l'école, je me préparais déjà les cheveux pour la gym. Tu sais, j'allais à l'école juste parce que je savais que j'allais à la gym après. La gym, c'est vraiment tout ce que je suis. Puis souvent, ça a été un problème parce que quand j'ai eu des blessures où je ne pouvais plus m'entraîner, je me sentais tellement seule. Puis je savais pas quoi faire avec ma vie. Je connaissais juste la gym. Je faisais école gym à tous les jours. Fait que... Tu vois, c'est un exemple que je disais à beaucoup de gens. Dans ton sport, si tu te blesses, tu peux plus faire ton sport. Ouais. En triathlon, si tu te blesses une jambe, tu peux encore nager, puis tu peux encore pédaler selon la nature de ta blessure de ta jambe. Si tu te blesses une épaule, tu peux pas nager, mais tu vas pouvoir courir, puis tu vas pouvoir pédaler. Ouais, c'est ça, c'est le fun. Parce que c'est 3 sports en un, dans le fond. Oui, tout à fait. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de se lancer dans un sport d'élite, peu importe son âge? Oh, j'en ai un bon, justement, que je pense souvent à ces temps-ci. Moi, j'ai choisi la gymnastique à partir de l'âge de, je pense, 7 ans. On m'a dit, je faisais d'autres sports, du ski, du karaté, des affaires comme ça. Mais mes coachs m'ont dit, si tu veux faire de la gymnastique, t'arrêtes tout. C'est gymnastique ou rien, parce que si tu te blesses dans d'autres sports, nous, on n'a aucun pitié pour ça. Fait que j'ai tout de suite choisi la gymnastique, puis je me suis concentrée là-dessus. Et c'est ça que j'ai fait depuis que je suis jeune. J'ai rien fait depuis que j'ai 6 ans. Donc, je dirais aux autres de pas te spécialiser dans un sport, de toucher à tous les sports. Puis jusqu'à temps que tu sois un adolescente, je pense que je ne ferais pas un choix sur un sport. Je toucherais tous les sports. Mais sens-toi pas coupable de cela. Mais non, je me sens pas coupable, mais avec recul, je pense que j'aurais dû c'est ton conseil serait le bon. Plus de sport, ton conseil serait le bon. Ouais. Je fais plus qu'un sport pour justement... j'ai une blessure grave à un genou qui fait en sorte que je ne peux plus nager. Bien, je me suis lancé dans le rando avec des bâtons dans le bois parce que je suis probablement le même genre de TDAH que tu dis, TDA.
sans le savoir, l'énergie, le temps que je mettais sur ma course à pied, ben, je la mets sur les randos dans le bois. Je demeure à la campagne, je sors de la maison, puis je suis en montagne. Là, mais, oui, il faut... la variété, c'est probablement ce qui compte le plus. Oui, 100%. Quelle a été votre plus belle histoire d'amour? Oh, OK. T'es juste dans le sport, hein? Oui, mais ma plus belle histoire d'amour, c'est la gymnastique. Okay. Mais pour de vrai, je dis souvent aux gens que c'est mon premier amour. J'ai une obsession avec ce sport-là, un peu comme tu as une obsession avec ton premier amour. J'ai sacrifié plein d'affaires pour ce sport-là, mais non, ça fait 2 ans que je suis en couple, donc wow. oui, mais ça va bien. C'est mon premier amour, là, comme je disais, donc j'apprends à aimer, puis apprends à aimer. Ton temps d'entraînement? Aucunement. C'est un méchant sportif, c'est un golfeur, fait qu'il fait autant de sport que moi, sinon plus, puis il est obsédé avec le golf. Il est là 6-7 heures par jour. Là. Fait que vous vous complétez dans le sens que vous pouvez vous distancer pour aller vous entraîner. Oui, exactement. Puis c'est dans des conditions non dites. Moi, je suis en couple, marié depuis 51 ans, au mois de septembre, le 1er septembre. Alors, j'ai été aussi chanceuse que toi, en ce sens que de par tous les sports puis tous les temps que j'ai mis dans le sport, j'ai frappé le jackpot en tant qu'épouse, dans le sens qu'elle était compréhensive. Fait qu'elle s'est développée une passion pour devenir bénévole. Fait que oui, j'aurais pas pu avoir un meilleur amour que ça, dans le sens qu'elle me comprend, elle accepte ma dédication à ce sport-là et à ces choses-là. 51 ans avec la même dame. C'est impressionnant. J'en ai beaucoup encore avant de... Ben moi, ça m'a fait plaisir de te connaître. Tu es très jolie en plus. Merci. Ça s'associe beaucoup au sport que tu as choisi, en le sens que tu l'as dit toi-même. On essaie il faut être joli pour faire de la gymnastique quasiment. Puis, tu es très terre-à-terre. Tu vas trouver ton chemin à travers ce que tu as développé le plus, qui était ta gymnastique. Prends tout ce que tu as acquis déjà, puis tu vas voir, ça va se développer, ça va se ramifier à quelque chose d'autre. Puis... Merci. Moi, comme je l'ai dit tantôt, je suis vraiment impressionnée par ton sport, là. Le triathlon, le Ironman, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. Donc, c'est pas mal... Tout ce que tu dis, ça m'impressionne. J'ai juste envie de devenir toi, là, ça... Ah, t'es bon. Moi, c'est Cassandra Montreuil, j'ai 23 ans. Je suis comédienne et chanteuse dans la vie. J'ai étudié en comédie musicale, donc c'est ce que je fais. Je chante, je danse et je joue. Je suis originaire de la Côte-Nord, fait que j'ai grandi en région éloignée. J'ai grandi à Forestville, mais je suis née à Blanc-Sablon. J'ai bougé pas mal. Donc, petite fille de région. Puis pour vrai, ça fait vraiment partie de ma personnalité, fait que je dirais que c'est pas mal ça. Voilà. Moi, mon nom, c'est Francine Ouimet-Brisebois. Notre famille, c'est Ouimet. Je reste à la résidence du marché. Je suis une fille qui bouge beaucoup. J'aime beaucoup toutes les activités. Je m'implique dans le bénévolat parce que je me dis, si on reste assis dans notre petit appartement, la journée va être longue et on n'apprend pas à s'exprimer, à s'extérioriser. Vous avez des enfants? J'ai une fille. Une fille? Parce qu'à 17 ans, j'ai eu un gros accident et j'ai été 1 an à l'hôpital. Fait que j'ai eu un enfant, mais de peine et de misère. Je l'ai porté pendant 8 mois couché. Oh mon Dieu, un petit miracle. Mais je l'ai aujourd'hui. Ah, c'est le fun. On peut commencer avec une question? Êtes-vous partante? Si tu veux. Ben oui, n'importe quel. Je vais en premier. Vas-y. Quelle est votre saison préférée et pourquoi? Moi, j'adore l'automne. Les feuilles, aller marcher, c'est agréable. Je trouve ça merveilleux. Respirer l'air pur, la beauté de la nature, là. C'est une belle saison. Moi, je dois dire que maintenant, c'est l'automne, mais quand j'étais plus jeune, c'était l'hiver. OK. Parce que sur la Côte-Nord, il n'y a que des épinettes. Fait que l'automne, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein? Puis il n'y a pas vraiment d'automne vu qu'il fait plus froid. Mais là, plus je vieillis, on dirait que j'apprécie encore plus la nature qu'il y a autour de Montréal. J'apprécie encore plus les feuillus autres que les épinettes. C'est ça, c'est ça. On est ailleurs, malgré que c'est magnifique, la Côte-Nord, pour tout plein de raisons, mais
on est chanceux d'avoir 4 saisons au Québec. Ah oui, c'est merveilleux. Y a-t-il un rêve que vous avez abandonné et qui vous hante encore aujourd'hui? Ben, je vais vous laisser commencer. OK. Allez-y, je vais réfléchir. Moi, quand je suis sortie de l'école, j'étais en 11e année. Je voulais être infirmière, mais je ne pouvais pas rentrer à l'école d'infirmière parce qu'il fallait que je fasse une 12e année. Et chez nous, on était pauvres, là. Tu sais, ma mère, j'étudiais, mais c'était mes frères et sœurs qui aidaient ma mère à payer parce que dans ce temps-là, ça coûtait cher, là, tu sais. Alors, à ce moment-là, je suis rentrée à l'école normale pour aller enseigner. Mais malheureusement, au bout de 6 mois, j'ai eu mon accident et j'ai été obligée d'abandonner mon rêve. Mais ça ne m'a pas dérangée. Non? Parce que, non. J'ai abandonné ça, mais je me dis, il y a autre chose dans la vie que je peux faire puis que je peux m'épanouir à travers autre chose. Et c'est comme ça que je travaillais en pastoral. Vous avez trouvé votre... Ah oui, puis j'ai adoré ça. J'aimais les jeunes, je m'occupais des personnes âgées. On faisait plein d'activités tous ensemble. J'avais beaucoup de bénévoles et c'était très agréable. Vous me semblez une personne très altruiste. Bien, j'aime ça. C'est beau à voir. Moi, je dirais, c'est peut-être un peu niaiseux, mais par mon choix de carrière, par mon rêve ultime qui est de vivre de la scène et tout ça, ça fait que j'ai dû mettre à côté le rêve de vivre en région. C'est quelque chose, je veux dire, j'ai grandi en région, ça a une place particulière dans mon cœur, mais je sais que je pourrais jamais vraiment retourner vivre là-bas parce que question opportunité, question travail, c'est beaucoup plus logique d'être près de la ville, tu sais. Mais c'est un petit rêve quand même que j'ai dû mettre de côté assez rapidement, mais en même temps, mon grand rêve de réaliser mes opportunités puis de faire de l'art, ben ont pris le dessus sur ce rêve-là, mais c'est quelque chose que je pense souvent. Ça va bien aller, puis tu peux toujours retourner faire des visites. Ben oui, c'est ça. Puis je pense que je l'apprécie encore plus c'est à ce moment-là parce que je n'ai plus les 2 pieds dedans. C'est ça. Y a-t-il quelque chose que vous admirez chez la génération de la personne assise devant vous? Je vois en toi la personne qui va réussir dans ce que tu as décidé de faire. On voit que tu es très motivé et c'est ça dans la vie. Puis il peut arriver des moments où ça peut aller plus mal, mais il faut toujours persévérer. Moi, je crois en toi beaucoup. Puis je suis très contente de t'avoir rencontré. Merci. Et je pense que chaque génération a comme ses batailles, puis chaque génération a ses réalités. Puis tu sais, je pense que moi, ce que j'admire de votre génération aussi, c'est que la raison pour laquelle on est comment on est aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est grâce, tu sais. C'est bien ça, on l'entend pas souvent. Non, bien je pense que c'est important de se le rappeler. Vous nous avez vraiment poussé à comme réaliser nos rêves parce que vous n'avez pas toutes pu les réaliser. Non. Puis il y avait des bâtons, puis il y avait dans les roues, puis il y avait des lois, puis il y avait des trucs. Vous n'avez pas accès aux mêmes choses que nous, on avait accès, puis vous avez quand même réussi à faire vos vies. Puis moi, ça, je trouve ça fascinant parce qu'on a tellement accès à beaucoup de choses en ce moment que, mon Dieu, genre, si vous pouvez nous léguer une petite partie de votre persévérance puis de votre résilience, je pense que c'est ça le peuple québécois pour moi, c'est... Ouais, ça fait du bien. Quelle était votre première maison ou votre premier logement? Puis combien coûtait-il? On dirait que je suis curieuse. Moi, c'était avec un ex-copain. On payait 1 000 $ par mois dans Hochelaga, ce qui est pas si mal. C'était en 2021. Mais mon Dieu, après, ça a monté en flèche partout. Hein, mais c'est vraiment pas ça aujourd'hui. Mais on payait 1 000 $, ce qui est encore raisonnable. Puis, ouais, c'était vraiment mon premier appartement. En fait, tu sais, je suis partie de la maison à 17 ans pour aller au cégep, puis j'étais en résidence. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal. Et vous? J'ai hâte de savoir. Ma première maison, je vais commencer par le logement. Ouais. On s'est mariés. Moi, je restais à Sainte-Marguerite. Mon mari travaillait à Montréal. Fait que j'étais obligée de m'en aller à Montréal. Mais le premier logement, c'était un petit 3,5, mais très agréable. Moi, moi, j'ai été élevée pauvre, OK? Ma mère est devenue veuve à 50 ans avec 10 enfants. On n'était pas riches, mais ma mère disait tout le temps, on est pauvre, mais on s'aime, puis on travaille ensemble. Alors ça, là, ça m'est toujours resté. Et c'est pour ça que je suis si dynamique, je pense. C'est ma mère qui nous a inculqué ça dans la vie. Vous êtes où dans les 10 enfants? Mettons, êtes-vous l'aînée? Moi, je suis à la 9e. OK. Fait que j'ai des frères et sœurs plus vieux que moi, là.
Mais non, puis tu sais, on a travaillé fort, on avait une terre, on avait une ferme, on avait un magasin, en tout cas. Puis mon père avait commencé à construire des chalets en bois rond. Puis on a continué, puis maintenant, c'est devenu le domaine Ouimet. Tu sais, le domaine de notre famille. On disait, tu sais, on n'avait rien, puis il nous reste ça, là. Tu sais, pour moi, là, quand je vois à Sainte-Marguerite, puis que je vois le domaine, là, ça me touche vraiment. Puis quand je me suis mariée, j'étais allée à Montréal. Mais quand je suis tombée enceinte, parce que je ne devais pas avoir d'enfant, mais j'ai eu un bébé quand même, j'ai porté longtemps couché, puis on s'est en allé à Sainte-Marguerite. Mon mari a lâché son travail parce qu'il a dit « J'aurai jamais un enfant si je ne la vois pas », parce qu'il travaillait comme cuisinier au restaurant Hélène de Champlain. Puis c'était toujours les fins de semaine, fait que je ne verrai jamais mon enfant. Ça en avance. Alors, il a lâché son travail pour s'en venir rester dans le Nord avec moi, puis qu'on ait une vie vraiment merveilleuse. Ça a été les plus beaux moments de notre vie. Moi, jamais qu'il y en aura un autre qui va remplacer le mari que j'ai perdu. Puis quand on a rentré à la résidence du marché, c'était comme chez nous. Vous vous souvenez-vous le montant que vous payez à Montréal? À Montréal, c'était pas cher, je me rappelle plus. Ça fait 50 quelques années. Je pense que ça doit être... Je pense que c'était d'un 100 quelques. C'était pas cher, là, tu sais. Puis c'était vieillot, mais on était bien. Moi, je me satisfais de bien des choses. Oh mon Dieu. Faut se contenter dans la vie, là. Comment qu'on chercherait à midi à 14 heures, là? On en connaît trop des gens qui ont des belles choses, qui moi, puis après, c'est rien. C'est juste, je suis curieuse parce que revenir sur le fait que votre mari, il a lâché son travail pour être plus avec sa fille. Pour l'époque, c'est quand même quelque chose... Il s'est fait dire souvent, ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, t'as un beau métier. Il dit non. J'ai eu un enfant, on n'était pas supposé en avoir, on en a une. C'est pas pour la laisser tout seule avec ma femme, là. Moi, j'ai besoin de vivre avec mon enfant, être près d'eux autres, puis d'être ensemble. Alors, c'était un gros sacrifice qu'il faisait, mais on a toujours été heureux. Puis il s'est retrouvé un travail, puis il a retravaillé à l'hôtel Estérel, puis on était bien. Puis... C'est pas le discours qu'on entend souvent de l'époque. Souvent, on entend des pères pas présents, des pères violents. Non, il était présent, puis il était présent pour ses petits-enfants. Ah, c'est tellement fun. Ah ouais. Comment percevez-vous l'avenir pour la prochaine génération? Avez-vous des inquiétudes ou de l'espoir? Moi, je me souviens, mon père m'a souvent dit ça. Il m'a lu un moment donné une citation qui disait « j'ai peur pour la génération future », puis tout ça. Puis je me souviens plus qui exactement avait dit ça, là. C'est comme un grand philosophe, je crois. Puis il m'a dit « sais-tu qui a dit ça? » Puis j'étais comme « non ». Puis il m'a dit « c'est telle personne, il y a 3000 ans ». Je pense qu'on a toujours peur pour les prochaines générations. Je veux dire, les gens avaient peur quand c'était l'industrialisation, les gens ont eu peur quand Internet est arrivé, les gens, là, on a peur parce que c'est l'intelligence artificielle, là, on a peur. Moi, je pense que, puis on l'a vu, là, au courant, on le sait dans l'histoire, mais c'est un grand cercle. Puis je pense que depuis les années 40, disons, à aujourd'hui, ça a évolué à une vitesse grand V. Puis je pense qu'on ne pourra pas toujours être dans cette vitesse-là au Québec. Puis je pense que c'est peut-être ça qui fait peur. J'ai l'impression que votre génération, il y avait quelque chose de plus viscéral peut-être, de comme ça a besoin de changer maintenant et on va le changer maintenant. C'est ça. Je pense qu'on a quand même, chaque génération a une énergie qui veut changer des choses. Je pense que vous, c'était vital puis que c'était une priorité. Je pense que nous, c'est différent. Puis je pense qu'il y a une espèce de... S'il y a une connaissance sur le monde aussi aujourd'hui qu'il n'y en avait pas avant. C'est ça. Je pense que ça m'influence beaucoup aussi parce que là, c'est plus juste notre nation, c'est comme qu'est-ce que je peux faire pour la planète, pour le monde entier. C'est ça. Je pense. Ouais, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est à peu près la même chose pour moi. T'sais. Nous, on est rendu à un âge où on a traversé des choses différentes et puis on s'inquiète plus pour vous autres que pour nous parce qu'on sait, nous, notre vie s'en va vers la fin. Mm-hmm. On n'a plus le même espoir pour l'avenir. On sait que de jour en jour, on va dégénérer, puis on vieillit toujours. Mais par contre, moi, dans les jeunes, là, c'est de voir votre énergie et je me dis, vous avez de l'avenir. Ce que nous, on n'avait pas beaucoup dans le temps. On avait très peu de choses qu'on pouvait faire. C'était à construire, en fait. Puis c'est ça. Puis on a construit, mais ça se reflète sur vous. Ouais. Et je suis contente de ça. Je suis fière de ça. Je suis fière de toutes vous autres. Pour moi, les jeunes, là, c'est très important pour moi.
Ah, c'est beau. Je pense que si on n'a pas espoir dans les générations futures, je suis comme, à quoi ça sert? Ben non, c'est ça. C'est ça. C'est comme, à quoi ça sert de vivre ta vie si tu n'as pas espoir en... Parce que j'ai vraiment le sentiment profond, puis même à mon âge de... Tu sais, on a parlé de l'espoir plus tôt, là. C'est vraiment ce qui nous garde en vie, je pense, c'est d'avoir hâte à quelque chose, d'espérer en quelque chose de plus grand, d'espérer. Puis ça peut être des petites choses, là. C'est ça. Ça peut, tu sais, avoir hâte à un souper, tu sais, je veux dire, ça nous garde en vie, là. Puis même nous, à notre âge, moi, j'en vois à résidence, là, ça s'enferme dans leur appartement, ça ne fait plus rien. Mais non, il faut continuer, il faut vieillir. On a eu 7 centenaires cette année à la résidence. Là. On a fêté ça. Je me dis, il ne faut pas s'arrêter. Tu sais, on est là pour continuer, pas s'asseoir puis attendre la mort. Là. C'est long et c'est plate. Puis c'est pas agréable pour les gens autour non plus. Tu sais, les gens qui se dévouent pour nous autres. Tu sais, on a plein de monde qui travaille avec nous autres. Là. Pour nous autres, bien, c'est plate pour eux autres de voir qu'on ne fait rien. Là, tu sais. C'est vraiment désagréable. Fait qu'il faut avancer dans la vie. Oui. Persévérer. Oui. L'espoir. L'espoir. Puis s'entourer de gens positifs comme vous. Merci.